On n'est pas à la fac ici. Interpares numéro 16. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a plus d'un mois. Sur la route du Danube, Emmanuel Ruben. C'est un livre qui est paru l'an dernier, en 2019, et qui a été republié en poche, en rivage poche, cette année. J'avais raté la parution du livre à sa sortie et j'étais très content de le voir sortir en poche et j'ai enfin pu le lire. Alors Emmanuel Ruben, je ne vais pas le présenter en détail, mais c'est un écrivain que je connais depuis un petit moment déjà. J'avais énormément aimé ces deux livres publiés aux éditions du Réal Gare, Ice Color et Terminus Schengen. Et Terminus Schengen, c'est un magnifique poème sur ce qui est un des sujets de la route du Danube, c'est-à-dire la manière dont l'Europe se défait de son histoire en se fermant, en se cloîtrant, en refusant d'accueillir. Et sur la route du Danube est un merveilleux livre sur la pluralité de l'Europe, sur l'Europe plurielle, sur l'Europe riche, l'Europe ouverte sur le monde, l'Europe ouverte aux influences, et la façon dont actuellement, justement, l'Europe se ferme. On va y revenir. Ça fait un peu plus d'un mois, et je dis que j'ai lu le livre, et donc ça veut dire que j'ai lu d'autres choses depuis, il s'est passé pas mal de choses, et déjà j'ai 2-3 petites flottements peut-être, parce que c'est un livre très long et très riche, foisonnant vraiment au meilleur sens du terme. Et puis surtout, j'avais décidé de faire cette vidéo presque depuis le début du projet Interpares, et ça va faire bientôt un mois. Et j'avais noté 2-3 petites choses. Et donc notamment les extraits que je vais lire aujourd'hui, ça va être une vidéo longue encore. Les extraits que je vais lire aujourd'hui, j'ai noté les numéros de page il y a bientôt 3 semaines. Donc voilà, une vidéo un peu spéciale de ce point de vue-là. C'est toujours de l'improvisation, mais c'est de l'improvisation sur la base de 2-3 petites idées que j'ai notées il y a déjà un petit moment sur un livre que j'ai lu il y a déjà quelques semaines. Alors ça va, je ne suis pas encore complètement oublieux, donc je devrais réussir à m'en sortir. Alors, sur la route du Danube d'Emmanuel Ruben, c'est un récit de voyage, mais c'est un récit de voyage qui de temps en temps est toujours un petit peu à la limite de l'autofiction, à savoir que le narrateur, c'est Emmanuel Ruben. Il est accompagné d'un compagnon qui s'appelle Vlad, je crois. Vlad, voilà, c'est ça, Vlad. Vous voyez, même le nom d'un des deux protagonistes soudainement m'échappait. Et donc, ils ont fait ensemble le périple en vélo de l'estuaire ou d'un des estuaires du Danube jusqu'à la source ou à une des sources du Danube. Et donc évidemment un périple de plusieurs milliers de kilomètres qui s'est fait sur plusieurs semaines avec une interruption, avec un chapitre central très curieux qui est un petit peu de l'ordre de l'autofiction, mais je ne veux pas tout dévoiler. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que c'est à la fois un vrai livre de littérature de voyage, de travel writing, à partir du vélo et d'un itinéraire d'Europe qui va d'est vers l'ouest. Et ça aussi, c'est assez intéressant, la manière dont, en remontant le cours du Danube, en fait, on va de l'Europe centrale et même des confins de ce que l'on a parfois appelé l'Orient, de l'Asie, pour remonter vers la vieille Europe, ce qui n'a pas grand sens, l'Europe de l'Ouest. Ça m'a intéressé, d'abord aussi parce que je ne suis pas doué du tout en vélo, et moi je suis très impressionné par toutes les prouesses cycliques ou de cyclistes, et effectivement, les trajets qu'ils racontent, ce qu'ils racontent de leurs péripéties, et parfois des dangers qu'ils courent, et des risques qu'ils prennent, et surtout des kilomètres qu'ils abattent ou qu'ils avalent en quelques heures, moi ça me laisse toujours absolument émerveillé. Et puis il y a aussi tout le côté historique et culturel. C'est un vrai récit de voyage parce qu'évidemment il rencontre l'humain, il rencontre les humains, il rencontre des histoires. Et puis Emmanuel Ruben, il est pétri d'une culture immense, historique et géographique. Il y a beaucoup de topographie, de géographie, mais au meilleur sens du terme. C'est extrêmement vivant, c'est jamais didactique, c'est jamais ennuyeux, c'est toujours liés à ce qu'ils voient et à ce qu'ils font, tous les deux, les territoires qu'ils arpentent, les villes dans lesquelles ils se trouvent. Et puis il se trouve que moi, j'ai jamais mis les pieds vraiment en Europe de l'Est et je n'y connais pas grand-chose. Et même historiquement, je suis d'une très grande inculture historique sur tout ce domaine-là. Donc le fait que le livre fasse en permanence dialoguer le voyage très contemporain à vélo dans des conditions très particulières dans une Europe qui est en train de se fermer,
Et il parle de tout ça, comme il en parlait d'ailleurs très bien dans Terminus Schengen, un des extraits que je vais vous lire va le montrer d'ailleurs. Et le fait qu'il fasse croiser ça avec sa propre culture fait que c'est aussi un livre qui donne envie non seulement de voyager, mais qui donne envie de lire. Il y a de très nombreux livres, de très nombreux auteurs qu'il cite, et que soit je connaissais de nom seulement et que j'ai désormais envie de lire, soit que je ne connaissais pas du tout et que j'ai envie de lire. Et là encore, on va voir ça avec des extraits. Comme c'est Interpares et comme évidemment la vidéo va être encore plus longue parce qu'il faut, c'est le principe de la vidéo, je veux mettre en exergue, je veux faire un prolongement avec un autre livre, je vous parlerai aussi de Jamal Mashoub, Traveling with Jeans. Mais dans l'immédiat, je vais vous lire des extraits de Emmanuel Ruben. C'est la meilleure manière de ne pas trop dire de bêtises, c'est de vous donner à entendre quelques extraits. Ça, c'est à la page 99, c'est un extrait du chapitre 8, et comme il a grandi à Lyon, il parle des villes qui sont traversées par un fleuve et des villes qui ne sont pas traversées par une rivière ou par un fleuve. Je cite « Je n'ai jamais compris ces villes trop négligemment situées, campées quelque part en rase campagne ou au piémont d'une montagne. Le gone que je suis resté a besoin d'une ville qui soit toute nervurée de canaux, de fleuves, de rivières et de ruisseaux. Une ville sans rivière est comme une peinture sans dessin. Rhône, Saône, Seine, Arno, Mississippi, Daugava, Loire, Danube. Toutes les rivières proviennent pour moi de la même fontaine. Je les aime toutes et voudrais toutes les connaître. Un jour, j'ai chialé d'allégresse sur les rives du Mississippi, c'était vers Cairo, où le plus long fleuve d'Amérique du Nord avale l'Ohio, car je croyais avoir entrevu à travers la vitre d'un bus le Rhône de mon enfance, mais c'était une impression fugitive. La France de mon enfance était si lointaine, la France n'était pas encore complètement américanisée, la France aujourd'hui c'est l'Amérique, le blizzard du Midwest a gagné la partie, l'hiver des pays sans légende l'emporte partout, s'étale sur tout le monde occidental, du Kansas à la Pusta, alors je suis condamné à toujours partir plus loin vers l'est pour rebrousser le temps perdu. On cherche toute sa vie à remonter le fleuve enfui de l'enfance et pour dissiper cette nostalgie, pour noyer l'afflux des larmes, on pourrait envisager de sillonner l'Europe, voire le monde entier, en ne suivant que des fleuves, des rivières ou des canaux. Voici la petite utopie fluviatile qui me trotte en tête lorsque Vlad me fait signe que notre minibus à destination de Tluchea est arrivé, qu'il est temps de reprendre la route. Alors ce premier extrait, il est très caractéristique de l'écriture d'Emmanuel Ruben. On comprend à certaines allusions, voire à un moment donné, à une explication qu'il donne, qu'une grande partie du texte était en fait enregistrée pendant le voyage lui-même. C'est-à-dire qu'Emmanuel Ruben était en vélo et qu'il dictait à son téléphone un certain nombre de textes et que du coup, voilà, c'est ça qui aussi fait le matériau du livre. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un livre aussi foisonnant, parce qu'il avait beaucoup de matériaux sonores liés à ses bandes audio. Bon, ça serait à vérifier. Peut-être que là encore, c'est une petite manipulation et que c'est pas du tout le cas. Mais il y a cette espèce de phrase qui s'emporte un peu, alors on pourrait dire de manière un peu cuistre, ou de manière peut-être même facile, en l'occurrence les deux, la cuistrerie est une facilité, et ce que je viens de dire, c'est une cuistrerie et c'est une facilité. Je referme la 14e parenthèse. Il y a cette phrase qui est une phrase fluviale, justement, il y a une phrase un peu limoneuse, qui charrie comme ça, et qui ne s'arrête pas, ou qui finit par s'arrêter après avoir un peu tout emporté sur son passage. Un élément très caractéristique de son écriture aussi. À la page 165, dans le chapitre 13 aussi, et là, c'est tout le côté retour critique sur soi-même. C'est un texte qui est sans arrêt en train de revenir sur ce qui se passe, revenir sur ce qui est écrit, revenir sur le projet. C'est un récit de voyage qui raconte l'écriture du récit de voyage ou la manière dont est fomenté le récit de voyage. Il faudrait écrire un livre qui soit comme cette colonne Trajane. L'hélice de l'histoire s'enroule et se déroule sous la forme d'une longue bande spiralée en bas-relief où sont gravées les aventures de l'empereur Trajan et du roi Décébal sur les bords du fleuve. Oui, je voudrais écrire une sorte de rouleau original du Danube, un rouleau sans ponctuation, sans alinéa, sans paragraphe, sans chapitre 1, 2 ou 3, un rouleau sans début ni fin, un rouleau cyclique évidemment, car c'est aussi cela, le Danube, un rouleau compresseur qui malaxe les montagnes, qui malaxe les forêts, qui malaxe les plaines. Hier encore, sur la route de Bucarest, j'ai braillé dans mon micro toutes les visions qui me passaient par la tête. C'est de ça que je parlais. Devant nous, vrille de corbeaux, rire de mouettes, cymbales de tournesols et toujours la même forêt rivulaire. Cette frange infinie de millions d'arbres que rien ne distingue les uns des autres. Saules cendrés, frênes cendrés, peupliers cendrés, hérons cendrés nichés dans leurs houppiers. La chaussée était défoncée, les cahots faisaient tinter ma sonnette et crisser mon guidon. Le vent me donnait des ailes, je voudrais remonter le Danube ainsi jusqu'à son origine introuvable et que ce voyage n'ait pas de fin.
et que ce livre n'est pas de fin, ni de frontières. Oui, il faudrait écrire un roman fleuve, car les fleuves sont ce qu'il y a de plus libre. Un vrai livre doit être comme une rivière qui fabule, divague, digresse et se ramifie dans les plaines, mais il doit être aussi celui qui tranche, dézingue, érode, traverse les montagnes. Il faudrait écrire uniquement des livres sans contrainte et sans intrigue, qui se jouent de tous les genres, de tous les styles, de tous les tons, des romans si l'on veut, mais des romans sans obstacle, des romans vrais, pas des romans fabriqués. Il faudrait que ce livre épouse au plus près la forme folle du Danube, un roman continu, comme un long phrasé jeté dans l'inconnu, des virgules et des tirets, mais pas de points, sauf lorsque la machine humaine s'arrête et met le pied à terre, des virgules comme des vagues ou des coups de pédale, des tirets pour reprendre son souffle, des tirets comme des flèches que l'on prend dès que l'on prend un peu de vitesse dans une descente, ou des tirets pause lorsque la route nous force à baisser la cadence. Oui, des tirets pour respirer un bon coup. Le plus dur, c'est de trouver le bon rythme, disait Vlad. Si tu ne trouves pas d'emblée ton propre rythme, c'est fichu. Tu chopes un point de côté, tu te mets dans le rouge. Il faut savoir doser, ne pas se griller d'avance, mouliner sans forcer, en garder sous la pédale. Et vous voyez, je me suis tâté parce que comme j'improvise, j'avais noté que je voulais lire ce passage qui commence au bas de la page 165 dans l'édition de poche. Et puis, en fait, c'est une seule phrase. Donc, je fais comment? Je m'arrête pas? Si, j'ai hésité à m'arrêter. Puis non, je m'arrête pas. Parce que s'arrêter, c'est aller en contradiction totale avec ce que dit justement cette phrase. Le roman fleuve, et le roman sans contrainte, et le roman qui charrie, et le roman qui dézingue. Et c'est ça qui se passe ici. Page 354, et c'est le chapitre 1 de la 3e partie, oui, parce que j'ai commencé à parler des chapitres, mais en fait il y a les chapitres, puis il y a des parties. Donc là, jusqu'à présent, c'était la première partie. Donc là, dans la 3e partie, qui s'appelle Germanique, c'est tout un programme, page 354. La raison pour laquelle je veux vous lire cet extrait, c'est parce qu'Emmanuel Ruben parle d'un livre de Milorad Pavic, le dictionnaire Khazar, que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais j'ai envie de lire le dictionnaire Khazar. Le dictionnaire Khazar est le livre dont j'ai longtemps rêvé, un roman qui reste ouvert même quand on l'a refermé, un roman que l'on peut commencer n'importe où, un roman qui se lit dans tous les sens, un roman enfin que l'on relit in extenso dès qu'on l'a reposé pour constater qu'on le relit toujours, comme si tout ce qui était écrit là, nous le savions déjà, nous l'avions déjà rêvé. Le dictionnaire Khazar est à l'image de ce qu'était la Yougoslavie, fédération plurielle, multilingue, multi-ethnique, multiconfessionnelle, aux populations inextricablement entrelacées. Publié en 1984, soit 4 ans après la mort de Tito, le livre faisait déjà le deuil de ce pays qui sombrerait bientôt dans l'abominable, la guerre de l'homme contre son frère. En méditant sur les enseignements du dictionnaire Khazar, telle est la grande question qui se pose à nous. Quelle est la forme idéale que doit adopter un livre sur le Danube? Doit-il être un atlas, un éventail, un paravent? Un millefeuille, un rouleau brut, sans chapitres et sans alinéas, un flot de paroles sans queue ni tête, un dictionnaire amoureux où l'on jetterait l'encre au petit bonheur, la chance? En tout cas, pas un livre qui commencerait par un début et se terminerait par une fin. Pas un livre se déroulant comme un long fleuve tranquille de la source à l'embouchure, car un tel livre ne doit pas se contenter de suivre les rives au pixel près. Il doit savoir épouser les caprices, les divagations, les fabulations du fleuve, rendre en écho sa rumeur, adopter son tempo, répercuter ses secousses et ses palpitations. Ça continue. Mais vous voyez, ce qui est passionnant, c'est que, il aurait fallu lire tout l'extrait, c'est que parce qu'il fait certaines rencontres et parce qu'avec leur vélo, ils s'arrêtent à tel et tel endroit, Emmanuel Ruben ou son narrateur, ou les deux, justement, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de frontières. Et donc, justement, Emmanuel Ruben, parce qu'ils font ces rencontres à vélo, parce qu'ils rencontrent des situations particulières, des situations concrètes, c'est vraiment l'expérience du récit de voyage, ça le replonge vers le dictionnaire Khazar. Donc il nous parle du dictionnaire Khazar, il me donne envie à moi envie de lire le dictionnaire Khazar, il en parle, et en parlant du dictionnaire Khazar, il parle de l'élaboration de son propre livre, et donc il s'interroge sur son propre livre. Donc on pourrait dire intertextualité, méta, machin, etc., mais peu importe. On n'est pas à la fac ici. Là, sur la question, page 390, c'est toujours dans la 3e partie, sur la question de l'Europe qui n'est plus une terre d'accueil. De l'autre côté du nouveau rideau de fer verrouillant la forteresse Europe, c'est la monotonie de la steppe qui recommence. Les patrouilles sont incessantes sur cette militaire Grenz ressuscitée où l'armée a été déployée avec l'autorisation d'ouvrir le feu sur les réfugiés.
Quant au Danube, indifférent, il se joue des limites artificielles et coule vers le sud, enfouissant tel un dieu hindou ses milliers de bras dans la plaine. En roulant à la lisière de la steppe et des marais, je repense aux litiges frontaliers entre Zagreb et Belgrade, et je me dis que le Danube est plus vivant que les pays qu'il traverse. Son cours mouvant change tous les jours, alors que la forme d'un pays s'agrippe à des positions perdues. Les autorités croates qui s'accrochent au bras mort d'un ancien cadastre sont comme ces crétins qui croient encore qu'il y a des Français de souche. D'ailleurs, le mot souche n'est-il pas celui dont on use pour parler d'un arbre quand il est mort ? Les frontières mortes ne m'intéressent pas, les seules que j'aime sont les frontières vives. Le texte et le ton sont un peu didactiques, mais répond tellement à de très nombreux jeux d'écho de l'ensemble du livre qu'à ce moment-là, c'est vraiment... Enfin voilà, là ça a peut-être sorti comme ça du contexte, c'est peut-être un petit peu démonstratif, mais vraiment ça l'est pas du tout. Ça n'est pas un livre démonstratif, c'est vraiment un livre vivant, protéiforme. Et puis c'est un livre dans lequel Emmanuel Ruben revient sur un mythe de son enfance, un mythe personnel, qui est un pays imaginaire qu'il a très souvent dessiné, conçu et rêvé quand il était enfant, c'est la Zentarie, Z-Y-N-T-A-R-I-E. Et au début du chapitre 23 de la dernière partie, il en parle. Le titre du chapitre, c'est « Un archipel dans une bouteille et une gouttière dans les prés ». Geisingen, Fribourg-en-Brisgau, 24 septembre, 87 km. À chaque début de chapitre, il y a la quantité de kilomètres parcourus. Et généralement, il y a eu une ou deux exceptions pour des raisons techniques notamment et mécaniques. Mais évidemment, c'est en vélo d'habitude. Donc à chaque fois, on voit, ils font 120 bornes. Enfin, je ne sais même pas comment on peut faire ça. Bon. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous. Pas seulement avec les sources du fleuve, mais avec Ulrich et Vesna, mon vieux pote allemand et son épouse croate. Ce soir, nous dormirons chez eux, dans les environs de Fribourg. 16 heures à la source principale, dit le message que j'ai pianoté au réveil. Personnellement, si j'ai hâte d'enfourcher mon vélo ce matin, c'est aussi que j'ai rendez-vous avec un souvenir d'enfance. Nous avons dormi sur le seuil de la Zentarie, à la marge du pays imaginaire. Devant nous commence ce bastion chimérique et hercynien dont je cartographiais les fleuves et les frontières. Tracer les routes et les canaux, inventorier la faune et la flore, cultiver les emblèmes, chanter l'hymne officiel, chroniquer les exploits sportifs, écrire l'histoire et narrer les légendes, rédiger le guide touristique, confectionner le drapeau, colorier les blasons, organiser les élections, arbitrer les débats législatifs, un pays que j'administrais, à la manière non pas d'un monarque absolu ou d'un gouverneur colonial, mais d'un huissier de justice, d'un secrétaire perpétuel ou d'un scribe égyptien. C'est la première fois que je trouve l'écran de la carte et m'aventure pour de vrai sur le sol de cette terre inconnue que je m'étais promise enfant. Il est toujours plus facile de rêver sur carte ou dans la brume. J'imagine là-haut la vieille ville de Sion, la capitale hissée sur son col, là où passe la ligne de partage des eaux, comme les conquistadors imaginaient Tenochtitlan ou Cusco. Ses murailles seraient nimbées d'une lumière d'or, ses coupoles nervurées d'argent sous l'azur parfait du ciel. J'ai dessiné plusieurs fois des panoramas aquarellés de ma capitale, comme j'ai dressé le portrait des grands hommes sur de faux billets de banque. Mais pour l'instant, le vieux monde est encore sans couleur. Nous roulons très vite pour nous réchauffer, dans la pellicule d'un film en noir et blanc. Le soleil n'est qu'un halo blafard qui s'élève lentement dans le brouillard et se reflète à peine dans la surface argentique du ruisseau. Le petit matin frisqué harcèle nos flancs de ses banderilles de givre, la gelée blanche hérisse les poils de nos phalanges, nos doigts frigorifiés s'ankylosent sur les poignets. Faute de gants, le givre tapisse nos mains de peau blanche. Il faudrait continuer à lire, mais vous voyez, ces vidéos sont très longues, et puis en un sens, elles sont très courtes, parce que là, je coupe, je vais vite, j'accélère, je parle à la serpe, et je débouche quand même sur des vidéos trop longues. Donc vous l'avez compris, hein, Emmanuel Ruben, sur la route du Danube, un texte que j'ai trouvé très fort, que j'ai beaucoup aimé, et qui me donne l'occasion de parler d'un autre texte très important pour moi, et celui-là, je ne l'ai pas lu il y a un mois, je l'ai lu lors de sa parution, il y a 20 ans, Traveling with Jeans de Jamal Majoub. Alors ce qui est assez étrange, si vous voulez, c'est que Jamal Majoub, c'est un écrivain anglo-soudanais sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Ce livre, je l'ai même enseigné pendant 2 ans, il y a pas loin de 15 ans. Il a été traduit en français sous le titre « Là d'où je viens ». Il a été traduit par Madeleine et Jean Sévry pour les éditions Actes Sud. Ça avait même été repris d'ailleurs dans la collection Babel.
Et je ne retrouve pas la traduction. Je sais que la traduction on l'a parce que mon épouse a lu tous les livres de Jamal Majoub traduits en français. Voilà, elle les a lus, donc on l'a quelque part. Je sais pas où, peut-être que je l'ai prêté, et je sais pas. Peu importe. Traveling with Jeans, ben du coup je vous en citerai des extraits, je vais vous en lire des extraits mais en anglais. Alors pourquoi est-ce que je parle de Traveling with Jeans? Parce que Traveling with Jeans, c'est un roman. C'est pas comme le livre d'Emmanuel Ruben, un livre sans genre, sans frontières, etc. Ça s'inscrit directement dans le réseau du roman, mais le personnage principal, le protagoniste et narrateur, Yacine, qui a la petite quarantaine, c'est un premier point commun éventuellement avec Emmanuel Ruben, c'est aussi un double, certes fictionnalisé, modifié, etc. de Jamal Majoub, mais pas tant que ça. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il s'agit d'un roman qui raconte comment Yacine, qui est en train de se séparer de sa femme, fait un voyage avec son fils, Léo, qui a 7 ou 8 ans, je ne me souviens plus, et ils vont du Danemark à Barcelone. Ils traversent l'Europe, alors c'est une traversée de l'Europe tout d'abord qui se fait en voiture et pas en vélo, et qui se fait du nord au sud, mais d'un nord qui n'est pas tout à fait le nord de l'Europe, vers un sud qui n'est pas tout à fait le sud de l'Europe. Donc c'est assez intéressant, c'est que finalement en fait ils traversent l'Allemagne et la France principalement. Et tout ce voyage, qui est un voyage qui permet de très nombreuses analepses, de très nombreux flashbacks vers le passé, la vie avant la naissance de l'enfant, la vie quand l'enfant était tout bébé. Ce voyage est évidemment un voyage dans le temps et dans les souvenirs, tout en étant un voyage dans l'espace. Et puis en fait, il permet des haltes, il permet de retrouver des proches de Yacine aussi, et notamment dans le sud-est de la France, lors de réparations nécessaires pour la voiture. Donc voilà, il se passe un certain nombre de choses assez troublantes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce trajet, il mime un trajet qui a été le trajet biographique, autobiographique de Jamal Majoub lui-même, qui a vécu plusieurs années au Danemark avant de s'installer plusieurs années de suite. Où ? En Catalogne, à Barcelone en fait. Donc Jamal Majoub, il a fait une espèce de projection géographique fantasmatique de son propre itinéraire de vie sur des personnages de romans. Donc là où il y a en fait un double de la biographie, et le livre ne vaut pas pour ça, il vaut pour bien plus que cela, là où il y a en fait une sorte de projection de la biographie de l'auteur, ça n'est pas... C'est peut-être, on n'en sait rien, dans des événements ou dans des incidents qui sont utilisés, c'est plus dans cette espèce de rapport à l'histoire et à la géographie, à ce creuset qui combine l'histoire et la géographie, et qui combine l'histoire réelle, la grande histoire, et puis l'histoire individuelle telle qu'elle est fictionnalisée. Et donc en ça n'est pas si éloigné que cela du projet d'Emmanuel Ruben. Alors Jamal Majoub, c'est un écrivain vraiment très important, très méconnu, y compris dans le monde anglophone, au point même que certains de ses textes ont été publiés en France en traduction, et qu'ils sont restés inédits en anglais. Je pense qu'il a dû finir par renoncer à continuer sa carrière. Moi, Jamal Majoub, je l'avais invité pour un colloque en 2004, il était revenu aussi en 2012, lors d'un grand événement autour de la résidence de Chandani Lokougué. Bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler à un moment donné aussi, dans les vidéos Interpares. Chandani Lokougué, elle va apparaître bientôt, peut-être même d'ailleurs. Mais et donc Jamal Majoub, je l'ai rencontré en 2004. Là, c'était lui vraiment l'invité d'honneur du colloque que j'organisais, Fantasme d'Afrique, Fantasizing Africa, ça s'appelait. Puis en 2012, il est revenu. Et Jamal Majoub, quand je l'ai retrouvé en 2012, déjà on n'a pas eu beaucoup de temps pour vraiment se parler et renouer en quelque sorte. Puis depuis, j'ai pas du tout de nouvelles, il est aux abonnés absents. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2012, il avait déjà arrêté de publier sous son nom. Il s'est mis à développer une carrière d'écrivain de romans policiers sous le nom de Parker Bilal. J'ai pas regardé les traductions, mais je sais que c'est traduit en français. Et moi, qui suis pas très polar, c'est des polars vraiment forts, très intelligents, très beaux. Enfin voilà, des polars comme peut en écrire quelqu'un comme Jamal Majoub, qui est un immense écrivain. Raison pour laquelle, en fait, lire ce livre de Emmanuel Ruben m'a replongé vers notamment Traveling with Jeans, c'est qu'il y a le même rapport extrêmement complexe, extrêmement chatoyant, extrêmement protéiforme à l'histoire, à la petite histoire, à l'histoire des cultures, à l'histoire du monde, au rapport aussi évidemment pour Jamal Majoub entre les pays en voie de développement et l'Europe, la même interrogation sur les modèles fixistes et les modèles,
mobiles du monde et les visions fixistes et les visions mobiles du monde, la question des identités, justement l'idée de justement Emmanuel Ruben qui rejette cette idée que des identités fixes, des identités contraintes, des identités frontières, et qui lui préfère les identités mobiles, les identités frontalières, on va retrouver ces idées-là, mais ces idées-là justement traduites en écriture, qui prennent une forme aussi, qui est une forme esthétique. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans Traveling with Jeans. Alors je me suis noté des numéros de page, donc je vais vous lire également, ces extraits de Traveling with Jeans en anglais. Et notamment dans le tout premier chapitre, ce qu'il dit de la Peugeot 504. Et la Peugeot 504, c'est un des personnages du roman, comme bien sûr les bicyclettes de Vlad et du narrateur sont des personnages du livre Sur la route du Danube. The 504 has a raised flat hump at the back and a gently dipping nose which gives it that long-limbed athletic look. It resembles a flying wedge. It looks like it is ready to go anywhere and for the most part it will. This is one of the most durable cars in the world. There is something about old cars which is honest. Not the same thing as reliable, of course, but that they have a mechanical tangibility to them which is reassuring. Lift up the bonnet of a modern automobile and you see something that resembles a Lego kit. Flat, plastic modules that appear to snap together. You wonder if you have opened up the wrong end. It looks like you have a set of Samsonite suitcases in there. To repair a fault, the mechanic hooks the car up to a computer which flashes up the digital code of the defective part. Cars nowadays are cleanly designed to make you forget there is anything as dirty as internal combustion involved. No burning of fossil fuels, no flattened rainforests and polluted rivers, no millions of square miles of devastated nature sacrificed so that you can travel in comfort. New cars deliver smooth, immaculate, inexplicable traction. It is the illusion of a perfect world which I object to. Face the facts. Things break down. Oil is spilled. Consequences have to be paid. Having said that, however, there is a rather worrying whine coming from the Peugeot's clutch when I engage first gear, and this tells me that we may have problems ahead of us. In this part of the world, it really is like riding in a dinosaur. I tell Leo that it is like the car in the Flintstones, and he finds this amusing, starts pedaling with his feet. But it's true, people nod as they pass by, craning their necks to catch a glimpse of us. Je passe vite fait, et ce qu'il dit de la 504 comme de la voiture typique du tiers-monde, la voiture post-coloniale. It's a third world car, a relic of another age. The Peugeot 504 is a legend anywhere in Africa or the Middle East. It is prized above any one of a number of competitors because it is as tough as a tank. The only factory in the world where they still make them is in Nigeria. Everywhere else they are recycled and restored endlessly with loving care. Donc ça, c'était évidemment une des analogies, c'est bien sûr la question du voyage et du mode de locomotion. Ici, le vélo, et là, la Peugeot 504, qui n'est pas n'importe quelle voiture et qui n'est pas justement la voiture désindustrialisée ou décontextualisée. Je lis un dernier extrait de la page 300. Et c'est pour montrer aussi le rapport avec la culture. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est pas la culture pour être cultivée, c'est la manière dont le voyage se nourrit de références culturelles, parce que ce sont elles qui donnent un sens au voyage. Et là, il y a aussi un point commun avec le livre d'Emmanuel Ruben. C'est le chapitre 27. If I have no firm beliefs left to sustain me, I do at least have a selection of temporary heroes. They seem to come and go, they wax and wane like everything else, but for a while they do lend some semblance of order to my world. At the present time, I have Joseph Roth for company. I came across him by accident in a bookshop by the river in Arles that sold books and aromatic candles. Leo and I, the walking wounded, went in to have a look. We had spent the morning wandering the streets. At the amphitheatre, we sat in the sun and closed our eyes, trying to ignore the delirious babble of tourists. Americans gasping in wonder.
How old did you say it was? And Italians yelling to one another about lunch. And imagine instead lions and gladiators. We visited the hospital where Van Gogh was treated, and I was reminded again of film memories. I found myself trying to exorcise the ghost of Kirk Douglas, furiously painting the courtyard and raving about being driven out of his mind by the mistral wind banging the town's window shutters. The film was memorable for Anthony Quinn's Oscar-winning performance as Paul Gauguin. We were, as it happened, staying at the Paul Gauguin Hotel, complete with framed scenes from Tahiti on every available surface. Leo nodded as I imparted this vital piece of information. Secretly, I hoped that he learned about Van Gogh before he saw the film. Sometimes films are too concise, too clear. They get in the way of our imaginings. Et si je peux finir là-dessus sur cette vidéo beaucoup trop longue, mais qui au moins, je pense, a le mérite d'être très riche et d'avoir donné à entendre plusieurs textes, c'est qu'une des différences fondamentales, c'est que dans Traveling with Jeans, le père voyage avec son fils et c'est l'occasion aussi d'un voyage initiatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman de formation, un roman d'initiation par procuration et qui en fait raconte surtout le passé de formation du père. Alors qu'évidemment, sur la route du Danube d'Emmanuel Ruben, la formation, elle est en quelque sorte aussi partagée, en ce sens où ce sont deux adultes, deux hommes, la quarantaine, la trentaine, peu importe, on ne sait pas, c'est pas une question, qui justement vont avoir chacun leur regard différent sur la réalité ou sur ce qu'ils traversent, qui ont chacun leurs expériences différentes et qu'on a quand même surtout le point de vue d'un des deux, le narrateur. Et donc là, il y a une différence aussi fondamentale qui est que le futur, la question du futur, la question de... Alors là d'où je viens, oui, mais là où on va est centrale. Elle est en permanence dans une sorte de ligne d'horizon, comme point de mire de ces textes-là. C'est-à-dire, voilà quel est le voyage, mais il n'y a pas de point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est une ligne de fuite. On n'y arrive jamais, et c'est évidemment avec cette ligne de fuite à l'esprit que le lecteur, la lectrice, est censé reconstruire en permanence ce qui est raconté. Et c'est ça qui est intéressant dans ces deux textes-là. C'est ce qui fait que, peu importe les genres, peu importe les frontières, c'est de la littérature.